Exercice sur le travail et l'énergie cinétique. Exercice 1. Vrai ou faux? L'énergie cinétique est une grandeur scalaire toujours positive. Donc l'expression de l'énergie cinétique comporte un V au carré, donc elle est toujours positive. Un véhicule à propulsion par réaction double sa vitesse quand sa masse est divisée par 2. Son énergie cinétique ne change pas. Donc la masse est à la puissance 1, la vitesse est à la puissance 2. Donc l'énergie cinétique va changer. Elle sera doublée. L'énergie cinétique d'un solide peut rester constante lorsqu'il est soumis à des forces de résultantes non nulles. Donc la variation de l'énergie cinétique est égale aux travaux des forces. Donc puisque la résultante n'est pas nulle, la variation n'est pas nulle. Dans le cas d'un objet animé d'un mouvement de chute libre, la variation de l'énergie cinétique est égale au travail de poids. Donc c'est vrai. Exercice 2, choisir la bonne expression. Donc l'expression de l'énergie cinétique. Bon, c'est la deuxième et la troisième. Le théorème de l'énergie cinétique est exprimé par la relation. Donc c'est l'ensemble des forces intérieures et extérieures. Leur travail est égal à la variation de l'énergie cinétique. Exercice 4. L'unité de moment d'inertie est le kilogramme mètre carré. Cite les étapes à suivre lors de l'application du théorème de l'énergie cinétique. Donc on commence par déterminer le système à étudier. On fixe le repère d'étude. On détermine l'état initial et l'état final. On fait un inventaire de forces. On détermine la nature de mouvement, et c'est une translation ou une rotation. On applique alors le théorème de l'énergie cinétique entre l'état initial et l'état final. Exercice 6. Un vaisseau spatial de masse 5 tonnes pénètre dans l'atmosphère avec une vitesse de 3 10 à la puissance 4 km/h moins 1. Quelle est en joule la valeur de son énergie cinétique? Donc on va considérer le vaisseau comme ponctuel vu les dimensions de l'espace. Donc on applique la relation C égale 1/2 1v carré. La masse est en tonnes, donc il faut la convertir en kilogrammes. Et la vitesse est en kilomètres par heure, donc il faut la convertir en mètres par seconde. Donc la conversion des kilomètres par heure en mètres par seconde équivaut à diviser par 3,6. Ce qui nous donne l'énergie en joules ou 0,17 gigajoules. Donc c'est pas le giga c'est 10 à la puissance 9, donc c'est 10 à la puissance 12. Donc c'est le terajoule. Exercice 7. Calcule l'énergie cinétique d'une particule neutron de masse 1,6 10 à la puissance moins 27 kg et de vitesse v égale 64 km par seconde. Donc on va utiliser la même expression puisqu'on a un objet ponctuel.
la masse est en kilogrammes, la vitesse est en kilomètres par seconde. Donc il faut convertir le kilomètre en mètres. Donc on multiplie par 10 à la puissance 3. Le tout au carré bien sûr. Ce qui nous donne ça. Calcule l'énergie cinétique d'une balle de masse 430 grammes et de vitesse 72 km/h moins 1. Donc on a à convertir la masse en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde. Exercice 8. Un train de masse m est égal à 4 fois 10 à la puissance 5 kg est en mouvement sur un chemin de fer linéaire avec une vitesse de v est égal à 100 km/h. Calcule l'énergie cinétique des trains. Donc la masse est en kilogrammes, donc il faut convertir la vitesse en mètres par seconde. Ce qui nous donne 1,54 10 à la puissance 8, soit 154 mégajoules. 154 10 à la puissance 6 joules, c'est-à-dire mégajoules. Exercice 9. On considère que la Terre a un mouvement de rotation uniforme autour du Soleil. Le rayon de la trajectoire R est égal à 1,5 10 à la puissance 8 km. On considère que la Terre a une forme sphérique de rayon RT et de masse MT. Calcule le moment d'inertie par rapport à l'axe polaire, puis calcule l'énergie cinétique de la Terre durant sa rotation autour de cet axe. Donc, moment d'inertie, on a une sphère. Donc, on rappelle que le moment d'inertie pour une sphère a pour expression 2/5 de mr carré. Donc, RT ici. Donc, il suffit de remplacer 2/5, la masse en kilogrammes. Le rayon a été donné en kilomètres, donc il faut le convertir en mètres. Et ça nous donne 1,22 10 à la puissance 38 kg mètre carré. L'énergie cinétique. Donc on a un mouvement de rotation, donc l'expression de l'énergie cinétique c'est 1/2 G delta oméga au carré. On a un mouvement uniforme, donc le oméga est égal à 2π sur T ou 2π fois N. Donc la période c'est le temps nécessaire pour que la Terre réalise une révolution totale, donc c'est 24 heures qu'on doit convertir en secondes pour avoir l'unité internationale qui est le joule. Donc ça nous donne 3,23 10 à la puissance 29 joules. Question 2. On considère que la Terre est ponctuelle durant son mouvement autour du Soleil. Calcule son énergie cinétique dans ce cas. Donc, vu les dimensions de l'espace, on peut considérer la Terre comme un point. Donc, on va appliquer l'expression dans le cas d'un point. Donc, 1/2 mv carré. Donc, on n'a pas la vitesse, mais on a un mouvement de rotation. Donc, V est égal à R oméga prime. Le oméga, on vient de le voir sur la question précédente, est égal à 2π sur T'. Donc, et on fait le calcul après avoir converti. Donc, on a converti le rayon en mètres. C'était 1,5 10 à la puissance 8. La conversion en mètres nous donne 10 à la puissance 11. La période
de rotation de la Terre autour du Soleil est d'une année, c'est-à-dire 365,25 jours. Chaque jour comporte 24 heures et chaque heure comporte 3600 secondes. Donc ça nous donne le tout en secondes. Et on a une énergie cinétique de 2,68 10 à la puissance 33 joules. Exercice 10. On considère un disque homogène de rayon R égale 40 cm, de masse M est égale 300 g, en rotation sans frottement autour de son axe de symétrie delta, à l'aide d'un moteur qui fournit une puissance constante PM est égale 1,5 kW. Sachant qu'au départ le disque était à l'arrêt, quelle durée est nécessaire au disque pour qu'il atteigne une vitesse de 1500 tours par minute. D'après le théorème de l'énergie cinétique, on a le travail de l'ensemble des forces exercées sur le disque est égal à 1 demi G delta oméga P au carré moins oméga A au carré. Donc on a un mouvement de rotation. Donc il faut appliquer cette relation. Le disque subit l'action de son poids, l'action de l'axe de rotation et le couple appliqué par le moteur. Le travail d'une force dans le cas de mouvement de rotation est, donc on l'a vu sur le cours de travail, le travail dans ce cas est égal mu le moment multiplié par la variation de l'angle de rotation. Le poids et l'action de l'axe ont des moments nuls puisque leur ligne d'action passe ou coupe l'axe de rotation. Donc, elle reste uniquement le moment de couple moteur. La vitesse initiale est nulle puisque le disque était à l'arrêt, donc il ne reste en fin de compte le travail des couples. Et on a vu que le travail est égal à la puissance fois delta t. Donc on rappelle l'expression de P est égal le travail sur delta t, donc le travail est égal P fois delta t. De l'autre côté, c'est égal 1 demi G delta oméga P au carré. Donc on remplace le moment d'inertie par son expression. Pour le disque, on a 1 demi mr au carré. Donc ça nous donne en fin de compte 1 quart de mr carré oméga p au carré. Soit le delta t est égal à 0,197 secondes. Exercice 11. Un pendule est constitué d'une bille de masse M est égal à 102 g, suspendu à un fil inextensible de masse négligeable. Le centre de la bille est distant d'une longueur L est égal à 90 cm au point des points fixes O, où est attaché le fil. À l'équilibre, le centre d'énergie G de la bille se trouve à la position A. On écarte le pendule de sa position d'équilibre d'un angle θ égale 60 degrés par rapport à la verticale. Alors, la bille se retrouve dans une position B et on libère le pendule sans vitesse initiale. La figure. Donc, le pendule constitué de la bille et un fil. À l'état initial, la bille était à la position d'altitude ZA. On l'écarte d'un angle θ et le centre de la bille devient à la position à l'altitude ZB.
et on le libère sans vitesse initiale. Question 1. Fait l'inventaire des forces appliquées au pendule. Donc, faisons l'inventaire des forces contact. Tout objet en contact avec la bille exerce une force. Donc, la bille n'est en contact qu'avec le fil. Donc, c'est la tension des fils. Pour les forces à distance, on a bien sûr le poids. Il n'y a pas de force ni électrique ni magnétique. Donc, en tout, la bille subit l'action de deux forces, le poids et la tension des fils. Question 2. On prend la position A comme origine de l'axe vertical, ZZ' dirigé vers le haut. Calcule l'altitude ZB de la position B. Revenons à la figure. On cherche cette altitude. Là, on a le 0. On a pris la position A comme origine de l'axe dirigé vers le haut. Donc là, on a le 0. Donc il faut déterminer la valeur de ZA, ZB. OZA, c'est égal à la longueur des fils. Donc on rappelle que au départ, la bille était là. Donc la distance OZA est égale L. La distance OZB. Donc on a là un triangle rectangle. Donc on peut appliquer le cosinus θ qui est égal à cette distance sur la longueur des fils. Donc BO est égal L cos θ et AO est égal L. ZB est égal AO moins OB, ce qui nous donne en fin de compte L facteur de 1 moins cosinus θ. Donc on calcule sa valeur et on trouve ZB est égal à 0,45 secondes, 1 mètre plutôt. Question 3. Après le passage de la bille par sa position d'équilibre, elle atteint une position C où le sens de son mouvement change. Trouve l'altitude ZC de cette position. Donc revenons à la figure. Donc là, la bille va passer par sa position d'équilibre, puis continuer son chemin jusqu'à atteindre une position d'altitude ZC. Puis elle va revenir. Donc on nous demande de déterminer l'altitude de la position C. La vitesse de départ est nulle. Avant de changer son sens, le mouvement, la vitesse des pendules s'annule. Donc, la bille va s'arrêter avant de faire chemin inverse. Donc, sa vitesse, en un instant donné, s'annule. Donc, on a la vitesse en deux positions, la valeur de la vitesse en deux positions. Donc, on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, on a 1 demi mvc au carré, l'état final, moins l'état initial. On a pris B comme état initial, puisqu'on connaît la valeur de la vitesse dans cet état, est égal au travail des poids plus le travail de T. Ce sont les forces appliquées à la bille. Donc, les deux vitesses sont nulles. Donc, ça nous fait un total. Travail de P plus travail de T est égal à 0. Le travail de T, c'est le moment, puisqu'on a un mouvement de rotation, c'est le moment multiplié par la variation de θ. Mais le moment de T, ou plutôt la ligne d'action de T, passe par l'axe. Donc son moment est nul.
Donc en fin de compte, on a le travail de P est égal à 0. Et le travail de P est égal à mg, état initial moins état final. Donc il vaut 0, soit ZC est égal à ZP est égal à 0,45 mètres. Donc les deux points C et P ont la même altitude. Exercice 12. Un skieur de masse M égale 75 kg glisse sans frottement sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 8 degrés par rapport au plan horizontal. Le skieur prend le départ d'un point A sans vitesse initiale. En un point B, se trouvant à D est égal à P égale 40 mètres, le skieur décide de s'arrêter. La distance BC parcourue avant l'arrêt est D' égale BC est égal à 10,2 mètres. Question 1. Fait l'inventaire des forces appliquées au skieur lors de son déplacement AP et lors de son déplacement BC. Donc on fait l'inventaire des forces. Donc le skieur est en contact uniquement avec le sol, donc il subit l'action des sols. Et comme force à distance, on a uniquement le poids. Et ça s'applique aux deux cas. Donc dans les deux cas, on a P et R. Question 2. Exprime le travail des poids des skieurs en fonction de l'altitude des points A et B, puis calcule sa valeur. Donc le travail des poids est égal à mg, altitude des points initial moins altitude des points final, c'est-à-dire mg ZA moins ZB. ZA moins ZB est égal à AB sinus alpha. Donc il suffit de... c'est la hauteur. Donc on a un triangle droit, on applique la relation sinus qui est égale à ZA moins ZB sur AB. Donc en remplaçant, on a comme poids, le travail des poids est égal à 4175 joules. Question 3. Calcule la vitesse du skieur au point B. Donc on connaît la vitesse au point A et on cherche la vitesse au point B, donc on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Soit 1 demi 1 V B au carré, B c'est l'état final, A c'est l'état initial, est égal aux travaux des forces appliquées. Au départ, la vitesse VA était nulle. Le déplacement se fait sans frottement, c'est-à-dire que R est perpendiculaire à la surface, ou on dit aussi normal à la surface. Donc son travail est égal à 0. Donc je rappelle là l'expression du travail de R. Le travail de R est égal à vecteur R multiplié par vecteur déplacement AB. Les deux vecteurs sont perpendiculaires, donc l'angle entre eux est de 90 degrés. Le travail c'est R fois AB fois cosinus de l'angle entre eux. Cosinus 90 degrés est égal à 0. Ce que nous fait en fin de compte, le travail de R est nul.
Donc VA nul, travail de R nul, il nous reste quoi? 1 demi 1 VB au carré est égal au travail de B. Donc on cherche VB, donc on la sort. VB est égal à la racine carrée de 2 fois le travail de P sur la masse. Donc l'application numérique nous donne VP est égal à 10,55 mètres seconde moins 1. Question 4. On accepte que la force de frottement F a une tension constante et que son sens est opposé au sens des vecteurs vitesse. Trouve l'expression de l'intensité de la force de freinage F appliquée par la surface au ski durant le déplacement BC. Donc là aussi on a les valeurs des vitesses, la valeur de la vitesse au point B. Et au point C, le skieur va s'arrêter, donc sa vitesse sera nulle. Donc on a les vitesses en deux positions. Donc on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre les deux points C et B. C c'est l'état final, B l'état initial. Donc c'est la même chose, travail de P plus travail de R. Donc au point C, la vitesse s'annule, donc est égale à 0. Il nous reste 1 demi M moins VP au carré est égal le travail du poids. C'est comme la première fois, c'est mgbc sinus alpha. Donc le travail de la force de frottement entre le vecteur F et le vecteur déplacement BC, on a 180 degrés, ce qui nous donne un cosinus de moins 1, soit l'expression de travail de R est égale à moins F fois BC. Donc on cherche le F. Donc on sort le F. Donc on va commencer par déplacer le FBC de l'autre côté, ça nous donne FBC. Et on va déplacer ça de l'autre côté, ça nous donne moins 1 demi M, plutôt le moins 1 demi M VP au carré. Donc le moins va se convertir en plus. Et on aura 1 demi 1 VP au carré plus MG BC sinus alpha, le tout sur BC. Donc on a BC là et là, donc on peut simplifier l'expression, ce qui nous donne 1 demi 1 VP au carré sur BC, 1 VP au carré de BC, et M sinus alpha, MG sinus alpha. On factorise avec M pour simplifier toujours. Et on a l'expression de F. La question suivante, c'était le calcul de sa valeur, donc il suffit de remplacer. Et on retrouve F égale 513 newtons. Exercice 13. On néglige tous les frottements et on prend G est égal 10 newtons par kilogramme. Un solide S1 de masse M est égal à 100 grammes peut glisser sur un plan incliné d'un angle alpha est égal à 30 degrés par rapport au plan horizontal. Voilà. Donc on a S1 qui peut glisser sans frottement sur ce plan incliné d'un angle alpha. Donc il glisse grâce à l'action exercée par le fil, ou plutôt par le solide S2 via la poulie.
et le glissement se fait sans frottement. On relie S1 à S2 de masse MD est égal à 200 g à l'aide d'un fil inextensible et de masse négligeable. Le fil passe par la gorge d'un poli de masse négligeable qui peut tourner autour d'un axe fixe durant le mouvement. Le fil ne glisse pas sur la poli. Donc là, il faut retenir ça. Le fil ne glisse pas. À l'instant T0, on libère le système S1, S2 poli. Alors le solide S1 prend le départ du point O sans vitesse initiale et atteint le point A à l'instant T1 avec une vitesse VA. On pose OA est égal L est égal à 1,6 m. Donc revenons à la figure. Donc au départ le S1 était au point O et prend le départ vers le haut de O à A sous l'action des fils, soit l'action de S2. Question 1. Fait l'inventaire des forces appliquées aux deux solides. Donc force contact, le seul contact de S2 se fait avec le fil. Force à distance, on a uniquement le poids. S1 est en contact avec la surface et le fil. Donc il subit deux actions de contact et son poids. Donc trois forces en tout. Suite de la première question est vérifier que M2 est supérieur à M1 sinus alpha. Donc S1 subit l'action de son poids P1, l'action de la surface R et l'action du fil T1. S2 subit l'action de son poids P2 et l'action des fils T2. S1 se déplace vers le haut. Donc la résistance des forces appliquées à S1 est inférieure à la résistance des forces appliquées à S2. Donc la résultante, la somme des trois vecteurs nous donne un vecteur. Et la même chose, on a un vecteur. Donc le module de P2 plus T2 est supérieur au module de P1 plus R plus T1. Pourquoi? Parce que l'action de S2 se fait entraîne le corps, ou plutôt le corps S2 descend alors que S1 monte. Donc l'action de S2 est supérieure à l'action de S1. Donc là, on a les vecteurs. Donc pour faire une comparaison, on doit passer aux valeurs algébriques. Donc on projette la première en relation sur l'axe parallèle au plan incliné qui est dirigé vers le haut. Donc on revient à la figure pour mieux comprendre. Donc S1 subit l'action de son poids dirigé verticalement, l'action de fil et l'action de R qui est normale puisqu'il n'y a pas de frottement. Donc R est perpendiculaire. Donc on va projeter les vecteurs sur l'axe OB. Donc la projection de P sera là. Donc on le projette, il aura une valeur négative. Et on utilise l'angle pour trouver cette valeur. Donc ça nous donne mg sinus alpha moins mg sinus alpha. T est dans le sens de l'axe. Ça nous donnera T1. R est perpendiculaire à l'axe, au plan plutôt. Ça nous donne une projection nulle.
pour les forces appliquées à S2, on va les projeter sur l'axe vertical. Donc on a les deux projections. Il n'y a pas de mouvement vertical pour au normal pour S1. Donc l'action qui a l'action qui fait bouger S1 est parallèle au plan. Donc on ne va pas prendre en considération les projections sur le deuxième axe. Donc pour S2, les projections nous donnent moins M2G plus T2. Le fil ne glisse pas sur la gorge de Pauli. Ça veut dire que les deux tensions sont égales. T1 est égal à T2. Le fil ne glisse pas, elle est inextensible. Donc les deux tensions sont égales. Donc on a dit que l'action de S2 est supérieure à l'action de S1, ce qui nous donne moins mg2 supérieur à moins mg1g sinus alpha, m1g sinus alpha, et ça nous donne ça. Donc on réduit les g et on a la réponse à la question demandée. M1 sinus alpha est inférieur à M2. Question 2. Par application de théorème de l'énergie cinétique entre les instants T0 et T1, trouve l'expression de T1, puis il y a une deuxième question, l'expression de T2. Donc on applique le théorème entre l'état initial O et l'état final A. On a les travaux des forces. Il n'y a pas de frottement, donc le travail de R est nul. Le travail des poids, c'est moins mgh, puisque S1 monte. Le travail des poids est résistant. Donc on a un moins, parce que le travail est résistant. M1GH, donc le H, on le détermine toujours à l'aide de l'angle d'inclinaison alpha. Le H est égal à L sinus alpha. Le travail de T est égal à T1L. Donc je rappelle, le travail c'est le vecteur T1 fois le vecteur déplacement L. L'angle entre les deux est nul. Donc le cosinus de 0 est égal à 1, ce qui nous donne T1 fois L. On remplace. Donc la vitesse initiale est nulle. S1 est parti sans vitesse initiale. Il nous reste en fin de compte 1 demi M1 A au carré est égal à T1 fois L moins M1G L sinus alpha. Et on extrait le T1. De la même manière, on extrait l'expression de T2. Question 3. Déduis à partir des deux expressions précédentes la relation suivante. VA et calcule VA. Donc on a vu que T1 est égal à T2 parce que le fil est inextensible et ne glisse pas sur la gorge de la poulie. Donc il suffit de faire l'égalité des deux expressions obtenues précédemment. T1 est égal à T2.
on a deux ailes comme dans donc on peut les réduire. On cherche le VA, donc toutes les expressions comportant un VA doivent se mettre sur le même côté de l'égalité. Donc là, on a moins M de VA, donc on le passe de l'autre côté, ça nous donne plus M de VA. Et ce qui ne comporte pas le facteur VA, on va le déplacer de l'autre côté. Donc on aura moins 2M1 GL sinus alpha. On a le GL comme facteur commun, donc, et le 2. Donc on peut les sortir. On a là le VA au carré comme facteur commun, donc on peut le sortir. Donc en fin de compte, on a 2GL M2 moins sinus alpha, soit VA est égal à la racine carrée de l'ensemble. Donc on doit calculer la valeur de VA. Donc il faut là convertir les masses en kilogrammes. Donc on a une vitesse de 4 mètres seconde moins 1. Question 4. À l'instant T1, le fil se détache. S1 de S1. Et ce dernier continue sa progression et s'arrête au point B. Donc au point A, le fil se détache. Mais sous l'action d'inertie, il va continuer son chemin jusqu'à atteindre le point P et s'arrêter. Elle est entraînée. Question A. Fait l'inventaire des forces appliquées à S1 lors de son ascension vers P. Donc il n'y a plus de fil, donc il nous reste uniquement le poids et l'action de la surface. Question B. Calcule la distance D est égale à B que parcourt S1 avant son arrêt et le changement de son mouvement. Donc on a les valeurs des vitesses, on a la valeur de la vitesse au point A et la valeur de la vitesse au point B. Donc on peut calculer, appliquer plutôt le théorème de l'énergie cinétique. 1 demi M1 Vp au carré moins Va au carré est égal au travail de poids plus le travail de R. Là, au point B, S1 va s'arrêter, donc sa vitesse est nulle. Le déplacement se fait sans frottement, donc le travail de R est nul. Donc il nous reste en fin de compte, le travail de poids est égal moins M1G D sinus alpha est égal moins 1 demi M1VA au carré. Donc on cherche le D et on a le M1 comme facteur commun, donc on le réduise. Donc D est égal VA au carré c'est 2G sinus alpha. Et comme application numérique, on a 1,6 mètres. Question C. Trouve la valeur de la vitesse des solides S1 à son retour au point O. Donc bien sûr, le solide va atteindre le point B et s'arrêter. Donc puisqu'il n'y a pas de frottement, il va redescendre sous l'action de son poids. C'est le poids qui reste comme force motrice. Donc le solide va redescendre au point O. Donc on cherche là la vitesse
de retour au point O. Donc la même chose, on connaît les vitesses en 2 points, donc on peut appliquer le théorème. On va l'appliquer entre le point B et le point O. On trouve 1 demi M1 V0 au carré moins est égal à mg d plus L sinus alpha. Donc n'oublions pas que Vp est égal à 0 et le travail de R est égal à 0. Le travail des points est égal à mgh, h est égal à d plus L sinus alpha. Donc on cherche la valeur de D, ou plutôt de V0. Donc il a une vitesse de 5,66 mètres par seconde. Enfin, pour les exercices,